Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour s'engage pour une justice moderne, impartiale et transparente. Arrivée à Monaco comme procureure générale, elle est depuis juin 2022 la première femme secrétaire d'État à la justice, directeur des services judiciaires. Bonjour Sylvie Petit-Leclerc. Bonjour Geneviève Berthy. Alors quand je dis la première femme secrétaire d'État, vous n'êtes pas le premier secrétaire d'État puisque vous avez succédé à un secrétaire d'État. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes la première femme à diriger les services judiciaires à Monaco. Alors en effet, je ne connais pas l'ensemble des secrétaires d'État à la justice, qui étaient d'ailleurs des directeurs des services judiciaires, mais je crois savoir que concernant les plus récents, il n'étaient que des hommes. Que des hommes. Et en effet, je suis la première femme secrétaire d'État à la justice de Monaco. Mais vous avez été souvent, dans votre carrière, la première femme. Alors, j'ai été aussi la première femme procureure générale à Caen, qui était le poste précédent. Et c'était en effet la première fois qu'une femme dirigeait le parquet général de la cour d'appel de Caen, en Normandie. Ben voilà. Est-ce que ça veut dire de vous, parce que je dis que vous êtes engagée pour une justice moderne, impartiale, transparente, c'est souvent ce que vous répétez, on n'a rien inventé, j'ai trouvé ça dans vos interviews. Mais est-ce que vous diriez que le fait d'avoir cet engagement, cette façon d'aborder la justice, vous a permis d'être une précurseur ou un précurseur, on dit ça comme on veut d'ailleurs. Alors, pas nécessairement, parce que je crois que des femmes, et puis même des hommes finalement, je ne veux pas faire de discrimination de ma génération, ont compris que la justice était peut-être un petit peu poussiéreuse. Enfin, dans les années, moi je suis, vous savez, de promotion 1979, et à cette époque, la justice était encore un petit peu poussiéreuse. Et sans pour autant être syndicaliste, être révolutionnaire, mais en tout cas, nous avions des valeurs qui nous ont permis précisément de faire avancer, enfin en tout cas je l'espère, la justice. Quand vous dites poussiéreuse, est-ce qu'elle était poussiéreuse dans son fonctionnement ou dans ses textes, ou les deux ? Alors les deux, et essentiellement dans son fonctionnement, parce que d'abord dans la fonction publique, à cette époque, je pense que c'est général, on n'était pas nécessairement, on ne disposait pas nécessairement de qualité managériale extraordinaire, premier point. Et puis, deuxième point, on réfléchissait peut-être moins sur la capacité, par exemple, d'une cour à fonctionner avec moins de monde, enfin, etc. On ne faisait pas ce genre d'études. Donc, c'est le fonctionnement qui était poussiéreux. Les textes l'étaient aussi, fatalement, puisqu'on a vu ensuite des modifications très importantes en matière de garde à vue, enfin, en tout cas, toujours pour améliorer l'exercice des droits de la défense, des droits de l'homme, etc. Ah ben on sent quand même que vous avez ça chevillé au corps. Est-ce que petite, Sylvie se dit, moi, quand je serai grande, je serai juge ? Non. Bah non. Non, je voulais être professeur. Ah oui ? Oui, je voulais être professeur. Mon père l'était, donc sans doute pour ça. Vous êtes fille d'enseignant ? Je suis fille d'enseignant. Ah, alors généralement, effectivement, voilà. Il y a quelque chose qui se transmet. Voilà. Alors, mon père ne me voyait pas tellement professeur, compte tenu de mon caractère, mais enfin bon. Mais il imaginait, pourtant c'était à l'époque et nous étions en province, il n'y avait pas beaucoup de difficultés dans le milieu scolaire, mais il ne me voyait pas trop professeur. Et ensuite, très vite, j'ai voulu être avocate. Avocate. Et oui, parce que vous avez une voix. Quand je dis vous avez une voix, c'est que pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être auront l'occasion de vous croiser, vous avez une voix. C'est-à-dire que vous avez des opinions. On regarde un match de football, vous avez des opinions. On regarde un match de basketball, vous avez des opinions. Donc avoir une voix, c'est important quand on veut être avocat. Oui, et puis c'était la grande époque, Maître Floriot. Alors évidemment, je voulais être avocate au pénal, ça va de soi. Vous vouliez plaider, quoi. Voilà, je voulais plaider. En réalité, c'est cela. Et je suis partie à la fac de droit pour être avocat. Jusqu'à ce que je rencontre les étudiants qui étaient plus âgés que moi et qui préparaient le concours de la magistrature. Et l'un de ces étudiants qui est devenu mon ami m'a dit « Mais tu ne veux pas faire un stage au parquet de Nancy ?» puisque j'étais à la fac de Nancy, je suis Lorraine, j'étais à la fac de Nancy. Et je lui dis « Ah bon, mais comment on fait ?» etc. Et j'ai écrit au procureur qui m'a donné un rendez-vous.
et j'ai fait un stage au parquet de Nancy, plusieurs années d'ailleurs, jusqu'à la fin de mes études universitaires, et j'ai décidé de devenir magistrat. Ceci étant, au cours de ma carrière de magistrat, plusieurs fois, j'aurais aimé devenir avocat. Repasser de l'autre côté, ce qu'on appelle. Ce qui est tout à fait possible, puisqu'il y a des passerelles, parce que on ne fait pas évidemment le même travail, mais on poursuit le même but. C'est toujours la recherche, la justice avec un grand J, etc. Ouais. Et je pense que je suis très indépendante. Et vous l'avez un petit peu évoqué, j'aime dire aussi ce que je pense, et c'était peut-être cette obligation de réserve que je respecte. Je suis magistrat, j'ai été magistrat, je respecte toutes les obligations, bien évidemment, qui s'imposent, mais c'était peut-être cette liberté de ton, cette liberté de parole qui me manquait un petit peu et dont disposent les avocats. C'est vrai, parce que, alors pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là, il y a vraiment d'un côté les magistrats, de l'autre les avocats, non pas qu'ils soient opposés, mais comme vous le dites, ils vivent pas dans les mêmes contingences. Est-ce que vous diriez que la vie, le parcours, la carrière d'un magistrat, c'est une carrière de devoir ? Ah, oui, d'une certaine façon, parce que on m'a toujours appris, enfin en tout cas chez moi, si vous voulez, que dès que j'ai dit que je voulais être magistrat, qu'un magistrat avait des obligations particulières, alors pas seulement pour respecter la justice, mais aussi à l'égard des citoyens. Alors je parle des citoyens parce que je suis française, ou des sujets, parce que les décisions qui sont prises par un magistrat sont tout de même évidemment extrêmement importantes sur la vie des gens. Donc, à cet égard, j'estime qu'effectivement, c'est une profession dans laquelle on doit respecter certaines... On doit être strict, on doit être irréprochable. Enfin, irréprochable autant qu'on peut faire se peut, parce que précisément, nous portons un jugement par définition sur des gens et pas seulement sur les faits qu'ils ont pu commettre. Je parle du pénal, parce qu'une infraction, vous avez tué quelqu'un, vous avez tué quelqu'un. Je veux dire, c'est brut, etc. C'est pas bien, c'est une infraction, c'est un meurtre ou un assassinat. Ceci étant, il y a une personne derrière. Et contrairement à ce qui peut se produire dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, par exemple la Grande-Bretagne que je connais bien, où on juge des faits, on ne juge pas une personne. Donc on a un peu des tarifs, si vous voulez. Tandis qu'en France, on juge aussi la personne. À Monaco, on juge aussi la personne. Donc tout ça, c'est aussi très important. Parce que quand vous êtes aux assises, qui est vraiment évidemment la juridiction la plus importante dans le domaine criminel, dans le domaine pénal, voilà. Là, vous avez la vie d'un homme entre vos mains. Est-ce que si vous le condamnez à avec des jurés ? Et avec des jurés. Et avec des jurés qui sont en nombre plus important, en tout cas, voilà. Donc j'ai toujours, et là aussi c'est notre devoir d'aider les jurés, pas de les influencer, mais de leur expliquer ce qu'est la justice. Alors je n'ai pas trop de mal quant à moi, puisque je voulais être professeur, et j'ai toujours gardé cet esprit, la pédagogie pour moi c'est extrêmement important, et j'estime que c'est particulièrement important dans notre domaine, car souvent la justice, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, était critiquée parce qu'on n'explique pas. On n'explique jamais, et on peut l'expliquer de façon très simple. On dit, c'est très très compliqué. Oui, bien sûr, si on l'explique pas. Mais il faut trouver les mots justes, et puis ne pas vouloir faire de sensationnel, parce que ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ça peut s'expliquer. Donc, avec des jurés, c'est la même chose. Et quand j'étais jeune, je me disais, oh là là, les jurés, ils comprennent rien, etc. Je peux vous dire que j'ai siégé 15 ans en cour d'assises, dans des départements complètement différents, parce que l'Eure-et-Loire, extrêmement rural. Après, j'étais dans les Yvelines, à la fois rural et très résidentiel. Et résidentiel ou moins, résidentiel, voilà, c'est vrai. Ou après, dans les Hauts-de-Seine, alors encore différents, donc avec des gens de divers horizons, des catégories socio-professionnelles différentes. Et j'ai pu constater qu'en réalité, c'était très important pour eux, si vous voulez, parce que ça leur permettait, alors pour eux et pour nous, parce que ça leur permet aussi de comprendre comment fonctionne la justice. Et souvent, certains m'ont dit, maintenant, on ne critiquera plus les juges, parce qu'on comprend aussi que c'est très compliqué de juger. C'est dur, hein. Voilà. Et donc, je pense que là aussi, et c'est mon souci d'expliquer les choses, les assises, finalement, donc
au bout du bout, je me suis dit, finalement, les jurys d'assises, finalement, c'est une bonne façon d'expliquer, alors sur le terrain, ce qu'est la justice et comment fonctionne la justice pénale. Est-ce que vous aviez... Est-ce que le pardon, hein, si je vous pose une question, mais le procureur a une relation hors enceinte du tribunal avec les jurés ou pas ? Ah, pas du tout, non. Ah, non. Non, donc c'est uniquement dans la parole officielle que vous faites cette explication. Oui, mais j'étais pas procureur à l'époque. Ah oui. J'étais quand je parle de la cour d'assises, en fait, j'étais juge. Président du tribunal. Alors j'étais pas présidente des assises parce que j'étais trop jeune. J'étais assesseur. D'accord. Et donc, c'est un peu le travail des assesseurs, si vous voulez, que d'expliquer. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé avec les jurés. Donc, pendant l'audience, on dit, mesdames et messieurs les jurés, on explique quelque chose. Pas pendant l'audience. Parce qu'il y a des suspensions d'audience. Et en plus, c'est très intéressant, parce qu'il ne faut pas, évidemment, les influencer. Mais il faut tout de même qu'ils comprennent. Et c'est eux, quand ils voient que vous êtes tout à fait disponible, qui viennent vers vous pour vous dire « Ah, mais l'avocat a dit ça, a posé telle question, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi, c'est quoi la procédure, etc. » Et je vous jure, j'ai pu siéger dans un procès qui était très important, parce que c'était le procès après le procès Barbie, on a eu le procès Touvier, d'un milicien. Et j'ai eu cette grande chance, parce que dans une carrière, c'est ma foi, de toute façon maintenant c'est terminé, mais en tout cas, bien sûr, et Dieu merci, mais j'ai eu cette grande chance de siéger pendant 5 semaines dans ce procès, où il y avait des problèmes juridiques, enfin au-delà des actes qu'il avait commis, mais des problèmes juridiques très importants. La prescription. S'agissait-il de crimes imprescriptibles, donc c'était extrêmement délicat et c'était fabuleux. Je peux dire ainsi, extrêmement passionnant. Parce que là, c'était même compliqué pour nous, si vous voulez, parce que la Cour de Paris, la Chambre de l'instruction avait rendu une décision qui ne facilitait pas la tâche, la Cour de cassation avait cassé, ça avait été renvoyé à la Cour d'appel de Versailles. J'étais juge à Versailles et c'est ainsi que le procès se déroule à Versailles. Voilà. Alors que les faits avaient été commis à Lyon. En tout cas dans le département du Rhône. Voilà. Et ça, ça a été un moment extraordinaire au sens propre du terme, exceptionnel. Il semblerait quand même que la vie d'un magistrat, contrairement à l'idée que certains s'en font d'ailleurs, la vie d'un magistrat est rythmée par des moments comme ça d'une importance, alors peut-être plus ou moins médiatique, puisque là vous parlez du procès Touvier. Bon, effectivement, c'est un procès qui a eu un grand retentissement pour les raisons qu'on sait. Un milicien pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a d'autres moments, certainement, où vous avez vécu des procès, où vous avez siégé, où vous avez été procureur dans des procès ou dans des moments de justice importants qui ont peut-être été moins médiatiques. Mais on a l'impression que la vie du magistrat, elle est rythmée par des dossiers. Alors, oui, en général, mais moins pour moi, parce que j'ai aussi une carrière atypique, puisque j'ai aussi une carrière internationale. Alors, si on s'en tient... alors, si vous me lancez là-dessus... Pour bouger, vous avez bougé. Voilà. Alors, mais si on s'en tient au côté, à l'aspect judiciaire de ma carrière, il y a aussi un autre, alors qui a été médiatisé, mais j'étais au parquet général de Paris et j'ai requis dans l'affaire concernant Cesare Battisti, dont l'extradition avait été demandée par l'Italie, avec tous les rebondissements qu'on peut connaître. Et ça aussi, ça je m'en souviens, je m'en souviendrai toujours, je le raconterai à mes petits-enfants si j'ai le bonheur de les connaître. Mais ça, c'était très intéressant. Et ça l'est tellement d'ailleurs qu'un jour, j'étais à l'école de la magistrature et j'intervenais dans le cadre de d'un stage sur la coopération judiciaire. Et je ne savais pas qu'il y avait des étrangers qui assistaient à ce stage. Et à un moment, donc on parlait d'extradition, etc. Et je parle, mais parce que c'était un dossier important et qu'il y avait beaucoup de points procéduraux importants. Et en fait, il y avait des Italiens qui sont levés et qui m'ont applaudi. J'étais très gênée parce que je ne l'avais pas fait évidemment pour cela, parce que j'ignorais leur présence. Mais ça, c'était aussi un grand moment. Mais après, j'ai aussi d'autres expériences qui sont peut-être moins liées à un travail de magistrat classique, si j'entends, parce qu'en effet, je suis partie à l'étranger, j'ai travaillé dans des ministères étrangers et dans des ambassades de France dans ces pays. Et là, à Londres, par exemple, il m'a été donné d'accompagner le premier président de la Cour de cassation à l'inauguration de la
Cour suprême britannique. Ah ouais. C'est un moment, ça. Et de serrer la main d'Élisabeth II. Donc, si vous voulez, bon, je me dis, ça n'apporte rien à ma carrière, mais ce sont quand même des éléments importants et des souvenirs extraordinaires. Bien sûr. Voilà. Et là, j'ai aussi appris d'autres choses. Je sais faire un plan de table parce que lorsque l'ambassadeur vous demande d'inviter des personnes du monde judiciaire du pays, bah, c'est vous qui faites aussi le plan de table. Je sais comment on travaille à la préparation d'une visite d'État. Voilà, donc c'est très intéressant et je pense que j'avais besoin de ça parce que je n'aurais pas aimé. Je suis très curieuse au sens propre du terme. Et même si j'ai toujours aimé mon travail de magistrat, d'abord j'ai beaucoup changé parce que je suis passée de juge d'instance à procureur général. Si vous voulez, c'est quand même il y a un fossé entre les deux. Oui. Voilà, c'est pas une carrière classique du tout. Et je pense que j'avais besoin de ça pour pouvoir m'exprimer, parce que c'est tout simplement mon tempérament. Mais aussi, j'ai toujours voulu, et ça pour moi c'est important, thésauriser toute l'expérience que je pouvais glaner à l'extérieur. Par exemple, quand j'ai été nommée à Caen, j'arrivais de La Haye. Je n'étais pas magistrat de liaison, je n'étais plus magistrat de liaison, mais j'étais représentante de la France à Eurojust. Et je voulais faire bénéficier mes collègues et la Cour de tout ce que j'avais pu apprendre. Et notamment, on parlait d'organisation, de management tout à l'heure. C'est ça. Les organisations internationales, évidemment, qui sont quand même plus anglo-saxonnes, il faut bien le dire, que latines, ont des règles, si vous voulez, sur lesquelles on peut prendre, qui peuvent être des modèles pour nous. Et ça fonctionne, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tout ça est important. Et j'estime d'ailleurs que quand on part à l'étranger, c'est bien de revenir aussi en juridiction pour pouvoir mettre à profit tous les éléments qui ont pu être dévoilés, enfin qu'on a pu connaître au cours de nos fonctions. Ah, mais là, je comprends mieux alors pourquoi vous lancez l'Institut de formation que vous avez inauguré, enfin lancé l'année dernière, si je ne m'abuse, et pourquoi vous êtes aussi active avec cet institut. C'est parce que pour vous, en fait, l'enseignement, ou en tout cas la transmission, la formation, le partage de l'expérience et de la connaissance est primordial. Alors, il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi Monaco est un petit État. Eh oui. Je souhaite qu'il y ait que le droit monégasque et que la jurisprudence monégasque soit davantage connue. Donc c'est aussi une façon, si vous voulez, de leur donner une tribune qu'on n'a pas. Enfin, moi, je peux aller au Conseil de l'Europe et dire je représente Monaco, si vous voulez, mais enfin, je serai au milieu de 50 autres personnes et ça aurait moins de sens. Mais je pense, par exemple, je peux dire, à l'aune de ce qu'on a fait récemment, cette conférence de 2 jours sur la coopération internationale. Alors, évidemment, vous allez dire, c'est mon sujet de prédilection, la coopération internationale. Coopération internationale. Mais ça nous permettait justement d'inviter des personnes de divers horizons, puisqu'on a eu un Américain, on a eu un Brésilien, on a eu un Marocain, un Français, mais le procureur national financier, voilà, et ça permet à travers ces personnes de faire connaître aussi Monaco. Donc ils viennent nous apporter leur expérience. Donc vous parlez de partage, donc ça c'est évidemment à cet égard-là, mais aussi de faire connaître Monaco. Et j'ai eu des contacts récemment avec un monsieur. Alors, qui m'a connu, je me souvenais plus de lui malheureux, qui était avocat à Paris quand j'y étais et qui a envie précisément d'utiliser cet institut, enfin par notre truchement évidemment, mais pour faire toute une conférence sur l'environnement, sur la protection de l'environnement. Et je pense que Monaco est tout à fait la place idéale. Et la place idéale pour ça, bien sûr. Voilà. Donc évidemment, je suis absolument d'accord. Et ça fait vivre aussi, Monaco, ça fait connaître Monaco. Voilà. Donc j'aime beaucoup cet institut. Mais je l'avoue. Alors j'ai évidemment une personne qui s'en occupe parce que pendant un moment j'étais seule avec à plein temps quand même. C'est-à-dire à un moment j'étais seule avec ma secrétaire générale. Nous nous occupions comme nous pouvions. Avec le directeur scientifique. Mais c'était un petit peu compliqué parce que j'ai aussi autre chose à faire. Mais maintenant, nous avons une personne qui s'en occupe à temps complet, qui est une universitaire et qui est aussi dans la fonction publique à Monaco. Donc, qui est en fait
diverses cordes à son arc, et j'avoue que j'ai un faible pour cet institut. Voilà, absolument. Ouais. Et on fait aussi de la formation. Alors c'est un triptyque aussi. En ce moment, on forme des greffiers, on forme des magistrats. On a fait maintenant, au mois de septembre, 5 nouveaux magistrats français sont arrivés, donc le procureur général, le plus important, le premier président important aussi, et 3 juges qui ne le sont pas moins. Et on a organisé une semaine de formation pour eux, puisque pour leur apprendre, le réexpliquer, mais de façon plus opérationnelle, si j'ose dire, les institutions, comment fonctionne l'administration, etc. Voilà ce qu'on a mis en place avec l'élaboration d'un livret d'accueil. Enfin voilà, donc c'est aussi un autre aspect de cet institut. On dit d'ailleurs souvent, enfin peut-être que c'est aussi une perception un peu populaire, on dit que la justice, ou en tout cas le corps des lois à Monaco n'est pas totalement identique à celui de la France. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est bien sûr. Et tant mieux d'ailleurs. Quand je suis arrivée, je pensais qu'en effet, il n'y avait pas de problème, que de toute façon, alors j'allais pas dire que je connaissais toute la loi, parce que toutes les lois, oui, quand même. En tout cas, j'avais une idée, mais enfin, et je me suis tout de même rendu compte très très rapidement que, alors surtout à cette époque, un peu moins maintenant, c'est-à-dire en 5 ans. Parce que lorsque je suis arrivée, les textes me paraissaient assez... Alors on parlait il fallait dépoussiérer la justice, mais là aussi, il fallait un petit peu... il fallait mettre un peu de standard. Il y avait des textes qui dataient. On peut dire cela comme ça. De façon diplomatique, on peut dire comme ça. Voilà. Et pour ne citer qu'un exemple, lorsque je me suis rendu compte que ici on était inculpé et on était placé en détention provisoire sans qu'un avocat n'intervienne, si vous voulez... là, tout de même, j'étais quand même relativement surprise. Donc, il y a eu, évidemment, et pas seulement sous l'effet évidemment, de la pulsion de Monneval, dont tout le monde connaît l'existence aujourd'hui, mais ça a peut-être aussi facilité les choses, mais en tout cas, le Conseil national a vraiment travaille encore d'arrache-pied. Et nous avons eu des modifications substantielles de la législation, notamment de la législation pénale et aussi en matière de coopération internationale. Et maintenant, nous avons des textes modernes qui répondent aux standards européens, etc. Et voilà. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Alors, pour répondre à votre question, ce ne sont toujours pas les mêmes qu'en France, mais en tout cas, on atteint un standard. Vous savez, quand après, on a des paliers, on est bien obligé de respecter. Donc, les textes ressemblent un petit peu. Ouais. On est quand même dans un système romano-germanique et c'est tout de même le code français qui a inspiré le code monégasque. Malgré tout. Voilà là où je voulais en venir. Vous vouliez que j'avoue. Non, mais on a cette particularité, et là, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre. Hein, on a cette particularité à Monaco que, pour faire fonctionner notre justice, nous avons besoin de magistrats qui viennent de l'étranger, entre guillemets, en tout cas, de France. Donc, ce qui est important pour nous, je pense, c'est de comprendre si oui ou non, ces magistrats, en arrivant à Monaco, ils ont une appréhension de la justice monégasque telle qu'elle existe. Là, ce que vous me dites, c'est oui, puisque nous sommes dans un environnement qui est presque pareil, c'est juste qu'on n'a pas la même veste, peut-être. C'est ça. Alors on a même la même veste, on a la même robe, en tout cas. Voilà. On a même la même robe. Mais si vous voulez, quelqu'un est placé en garde à vue. Je pense même d'ailleurs que les textes monégasques sont plus protecteurs que les textes français. Mais enfin, la garde à vue, c'est exactement la même. On notifie les droits, le droit à l'avocat, le droit au médecin, le droit d'appeler quelqu'un, le droit au silence, etc. Ça, le droit au silence, c'est un standard. C'est nécessaire, si vous voulez, dans toutes les justice européenne aujourd'hui. Donc là, finalement, quand je me suis retrouvée de permanence, alors on m'a laissé 1 mois peut-être pour m'y mettre, j'étais de permanence, j'ai pas été perdue quand même. C'est pas parce que j'avais une grande expérience, c'est parce que c'était quand même le policier que j'avais au téléphone, il aurait pu, d'ailleurs il était peut-être français, mais enfin je veux dire, il aurait pu exercer en France, ça aurait été la même chose. D'accord. On n'est pas quand même, on n'arrive pas... si vous voulez, c'est pas comme si tout d'un coup on était dans je sais pas, en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne par exemple, et puis qu'on vous dise, on maintenant est dans un système anglo-saxon qui est
L'approche du droit est différente. C'est ça. Tandis que là, si vous voulez, c'est la même chose. Les audiences civiles, ce sont des audiences civiles, alors avec des textes différents, bien évidemment, mais parce que là, en matière peut-être sociétale, en France, ça a évolué un petit peu plus vite, mais on avance aussi. Enfin, il y a des choses très intéressantes qui se passent en ce moment. Je ne lis pas du tout ces choses intéressantes à ma présence à Monaco, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Bon, vous ne le liez pas à votre présence. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est vous faites partie de la dynamique du temps. Donc, c'est aussi chacun à sa mesure, chacun à son petit niveau ou à son niveau. Pourquoi petit d'ailleurs? Chacun à son niveau met une pierre à l'édifice. Donc, s'il y a cette dynamique, vous en faites aussi partie. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu, j'aurais aimé avoir plus de temps. Je sais très bien que le temps est compté, pas parce que j'ai mon âge. Enfin, je veux dire, je veux pas. Voilà, c'est pas que je veuille partir. Et au contraire, je suis très heureuse d'être ici et je voudrais faire tellement plus. Mais on va pas voter. Le Conseil national va pas siéger jour et nuit, si vous voulez, pour me faire plaisir. Et parce que je sais je sais aussi parce que j'étais procureur général avant. Donc j'ai vu le fonctionnement vraiment de l'intérieur, parce que être secrétaire d'État, quand vous arrivez de l'extérieur et puis que vous n'avez jamais exercé, c'est plus compliqué. Moi, quand vous êtes procureur général, vous êtes vraiment dans le cœur du réacteur, comme disait un de mes procureurs généraux de Paris, et là vous voyez comment ça fonctionne et ce qui dysfonctionne, et vous dites ah là là, il faudrait changer ça, et vous en parlez aux juges et les juges sont d'accord avec vous. Et c'est ça, c'est ce qui m'anime. Je serai de toute façon, encore une fois, limitée, parce que il y a aussi des réformes qui peuvent pas se faire. Moi, dans ma tête, si vous voulez, j'imagine des tas de choses. Il y a des choses qui peuvent pas se faire, manifestement, par manque de temps, mais aussi parce qu'on peut pas bousculer des habitudes. On peut pas. Un ordre sociétal. Voilà, c'est ça. Des codes. Donc, et ça prend du temps, et je pense que ça sera le regret de ma vie. C'est qu'en réalité, je n'ai pas été directeur des services judiciaires en 2015. Vous voyez, pour avoir davantage de temps, parce que là, il fallait. Heureusement que ces lois ont été votées, c'était vraiment indispensable. C'était vraiment indispensable. Vous dites, je n'ai pas été secrétaire d'État en 2015. En fait, là aussi, pour ceux qui nous écoutent, le secrétaire d'État à la justice, c'est un peu le ministre de la justice, donc c'est celui qui fait fonctionner la machine. Ce n'est pas celui qui rassemble les magistrats et qui leur donne des instructions. Ah, mais pas du tout, alors. Ah bah oui. C'est important de faire le distinguo quand même. Non, alors, c'est en fait un travail de ministre de la Justice, mais avec des particularités. C'est que j'ai aussi des fonctions juridictionnelles. C'est ce qui rend aussi ce métier intéressant. La libération conditionnelle, par exemple, alors qui, par exemple, en France, échappe désormais complètement au ministre. Autrefois, non. Autrefois, non. Mais désormais, c'est des juges tribunal d'application des peines. Enfin, je pense que ça s'appelle encore comme ça. Et alors qu'ici, c'est moi qui statue sur les demandes de libération conditionnelle. Et puis aussi, on reste autorité centrale pour toutes les demandes, le départ des demandes d'entraide qui sont rédigées par des magistrats à Monaco et qui sont envoyées à l'étranger. Et c'est moi qui reçois les demandes d'entraide de l'étranger et que je donne aux procureurs en vue de leur exécution. Et là, j'ai aussi un rôle, puisque je dois vérifier qu'elles sont conformes aux conventions, etc. Et c'est un travail de magistrat, ça. Mais ça, c'est le premier point. Donc, c'est un travail très intéressant, politique à la fois, mais aussi juridictionnel. Et deuxièmement, vous parlez des instructions. Alors, bien évidemment, aucune instruction sur les magistrats du siège, mais ça paraît évident. Mais encore faut-il le rappeler. Voilà. Et oui, je peux donner des instructions au procureur général, mais seulement des instructions d'abord écrites et surtout positives. C'est-à-dire, je ne peux pas lui interdire de poursuivre quelqu'un. Je peux lui demander de poursuivre. Je ne peux pas de retirer d'interdire des poursuites ou de dire non, là, vous avez ouvert une enquête, mais j'aimerais bien que vous. C'est interdit. Ce que je peux faire, c'est lui dire, et notamment par le biais des recours contre les classements sans suite, et ça, nos auditeurs peuvent comprendre, ils déposent plainte, le parquet leur écrit en disant « je regrette, on n'a pas trouvé l'auteur », etc. La personne peut faire appel, exercer un recours contre ce classement sans suite en disant « monsieur le procureur, vous me dites
que vous ne connaissez pas l'auteur, or moi je sais que c'est monsieur, madame, machin, etc., peut faire un recours devant moi et c'est moi qui dis, monsieur le procureur, oui, vous devriez poursuivre l'enquête. Ou au contraire, je peux confirmer aussi. Voilà. Donc c'est aussi un rôle juridictionnel et dans ce sens aussi, je peux donner des instructions au procureur, mais en fait, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas lui donner des instructions négatives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si le procureur décide de poursuivre monsieur ou madame Untel, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Non. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça, c'est primordial et très important. Très important. Parce que, et c'est vrai, il y a ce prisme différent. Hein, on dit en France, puisque on a quand même des similitudes, on vient de l'évoquer, qui sont très importantes. En France, la justice relève de l'exécutif. À Monaco, elle ne relève pas de l'exécutif. Donc, oui, mais en France, le procureur général ne peut pas non plus donner d'instructions négatives au procureur. Ah non, c'est exactement la même chose. On ne peut donner que des... Non, c'est un petit peu le même fonctionnement. Voilà. D'accord. Le même fonctionnement là-dessus, mais ce qui doit être important ce qui est important pour la population, parce que en fait, j'imagine même pas que ce soit possible. Enfin, dans certains pays, ça l'est certainement, ou évidemment, oui, ça l'est, parce que je connais certains pays où, peut-être ça a changé. Malheureusement, ça l'est. Je suis intervenue dans de nombreux pays au cours de ma carrière, et c'était souvent, je venais expliquer la place du parquet et j'avais des procureurs en face de moi qui n'étaient pas très à l'aise parce que manifestement, ça se passait pas comme ça. Ça se passait pas comme ça chez eux. Voilà. Bon. Donc, comment on choisit quand on embrasse cette carrière? Comment on choisit son parcours? Parce que tout à l'heure vous m'avez dit, c'est pas un parcours classique du tout. Alors comment on choisit? Est-ce que c'est de l'opportunité? Est-ce que c'est de la curiosité? Vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a guidé dans vos choix? Oui, alors en fait, au départ, alors ma certitude était que je devenais magistrat pour être juge d'instruction. Mais je n'ai pas été juge d'instruction tout de suite. Donc vous voyez, et là ça commence à dérailler, si j'ose dire, parce que à dévier en tout cas. Voilà, parce que voilà, oui, j'avais quand même, je me faisais pas un plan de carrière. Quand vous avez 25 ans, vous faites pas un plan de carrière. Mais tout de même, je voulais être juge d'instruction parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais aussi pensé être commissaire de police. Ah oui. Voilà, j'ai jamais dit je veux être, mais quand même, je m'étais dit tiens, ça serait pas mal. Enfin, à l'époque, c'était un peu compliqué pour une femme d'être commissaire de police puisqu'il y avait un numerus clausus. Un numerus clausus. Oui, que le Conseil d'État. Si. En France, alors ça remonte à 40 ans, mais enfin c'était cela et l'année où je voulais le passer, il y avait 2 postes pour les femmes. Donc je me suis dit je tente pas ma chance et j'ai vraiment. Pardon Sylvie, je vous interromps, mais ce que vous dites là est quand même hyper important. D'abord pour les femmes plus jeunes qui nous écoutent, c'est que ça a disparu. Il n'y a plus de numerus clausus pour les femmes. Alors ça a disparu parce qu'il y a un recours a été formé par une femme qui en fait n'a pas été déclarée admissible alors qu'elle était meilleure que certains hommes qui étaient déclarés admissibles. Donc elle avait la justice administrative n'a pas pu accepter ça. Donc après ça a été ouvert aux femmes sans discrimination, sans quota si j'ose dire, parce que c'est ça. Merci à elle donc. Voilà, absolument. Et donc, elle est devenue commissaire de police. Donc, moi, j'aime ça. J'aime l'enquête, c'est bon. Mais, après, vous faites un choix. Est-ce que vous faites le choix de la fonction ? Donc, moi, j'avais choisi... je suis lorraine, comme vous l'avez compris, mais je vivais à Paris. Donc, est-ce que je faisais le choix des fonctions au risque de me voir à Nantes ou à Bordeaux, ce qui était supportable, ce qui était possible. Mais j'avais demandé, mon premier choix c'était juge d'instruction Versailles, et mon deuxième choix c'était juge d'instruction Évry. J'allais même jusqu'à Évry. Mais comme j'ai bien compris qu'après, il y a d'autres postes d'instruction, mais qui étaient très éloignés de Paris. Donc j'avais mentionné en troisième position, on avait 10 choix, je crois, juge d'instance. Alors pourquoi juge d'instance ? Ça n'a absolument rien à voir avec le juge d'instruction, mais j'avais fait un stage formidable avec le juge d'instance, donc ça vous savez que c'est important, on est comme les enfants qui aiment leur institutrice, vous savez, oui. Voilà. Et surtout j'avais découvert des fonctions, alors que je ne connaissais pas du tout, parce que c'est pas du tout médiatique, mais en tout cas qui présentaient pour moi de grands avantages, c'est-à-dire être au contact des gens, faire du pénal, faire du civil, présider les audiences, être juge des tutelles, parce qu'en France, juge d'instance, enfin, ça s'appelle plus juge d'instance, mais enfin, à l'époque, juge des tutelles. C'est une merveilleuse formation.
parce que vous savez présider l'audience, parce que, et je vous dis, du civil, du pénal. Là, en termes de responsabilité sur la vie des gens... Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Vous avez 25 ans, moi j'étais en pleine... en Eure-et-Loire, avec des fermes, enfin maintenant je ne sais plus ce que ça coûte, vous voyez ce que disent les agriculteurs, mais enfin à l'époque c'est la Beauce, c'était des personnes extrêmement riches qui avaient de grosses exploitations. Propriétaires terriens, voilà, comme on dit. Propriétaires terriens, alors propriétaires ou pas, parce que parfois les fermiers aussi étaient extrêmement riches, et j'ai dû gérer des fortunes, je me souviens d'un dossier particulièrement avec ce monsieur qui était veuf avec 2 petits-enfants, donc je m'occupais je gérais, et j'avais 25 ans, voilà. Et il y avait aussi beaucoup... C'est très intéressant. Et ça m'a tellement plu qu'en réalité, j'ai eu 3 postes successivement de juge d'instance. Ouais. Donc, un poste extrêmement rural. Donc, je présidais le tribunal paritaire des beaux ruraux. Voilà, donc j'ai fait ça aussi. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai une carrière atypique, mais aussi un peu vaste. Ensuite, je suis partie dans le Val d'Oise, à côté d'Argenteuil. Donc là, j'avais plutôt des demandes d'expulsion. Et là, déjà, à cette époque où nous sommes en 82-83, la paupérisation de la population était très, très visible et sensible. Parce que là, on touche vraiment... c'est vraiment la justice du quotidien, si vous voulez. Et je ne suis pas restée très, très longtemps. Et ensuite, je suis partie à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, donc aux portes de Paris, et où j'ai pu appliquer la loi de 48. Alors, comme on dit, une loi en matière de baux d'habitation qui avait été... voté après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait une pénurie incroyable de logements, et on avait créé cette loi, donc on n'applique ça qu'à Paris ou dans vraiment la proche banlieue. Et puis bon, j'ai voulu changer, et je suis devenue juge à Versailles, mais là j'étais juge des saisies immobilières, donc je vendais les immeubles à la bougie avec une audience par semaine, avec une quinzaine de biens à vendre, alors pas des biens dont la valeur est équivalente à celle des biens de Monaco, mais enfin tout de même, là aussi, c'est la vie des gens. Hein. Quand on vit leur maison, voilà, pas très drôle. J'étais juge, ce qu'on appelle juge désordre, pas désordre, désordre. C'est le juge qui, alors ça n'existe plus, mais c'est le juge qui existe encore à Monaco d'ailleurs, c'est le juge qui répartit les fonds provenant de la vente entre les différents créanciers en fonction de leur rang, et puis juge de l'expropriation. Alors, ce qui évidemment est extrêmement... Alors, ça aussi, la procédure a changé en France, mais à cette époque, et dans les Yvelines, j'avais beaucoup de dossiers, parce que on peut exproprier, je sais pas, une maison, mais ça peut être aussi un élargissement de route sur 10 km. Ah oui. Et vous avez là une 50aine de propriétaires, puisqu'on va prendre 2 mètres sur le... Voilà. Oui. Bon. Et donc, j'ai fait ça un certain temps. Et enfin, un poste s'est ouvert, a été, alors comme on dit dans le jargon, repyramidé, c'est-à-dire qu'il est devenu un poste de vice-président chargé de l'instruction à Versailles. Et j'ai postulé et je suis devenue juge d'instruction. Enfin. Et ça a été une... Bon, je n'ai jamais regretté. C'est vraiment un... Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous en faisiez ? Oui, bien sûr. Alors, oui, sauf que quand je voulais être juge d'instruction, le juge d'instruction, à l'époque, avait bien plus de pouvoir qu'il n'en avait que quand je suis devenue juge d'instruction, parce que des lois étaient venues quand même à réduire, parce que quand on disait c'est l'homme le plus important, on disait l'homme à l'époque, l'homme le plus important de France, en tout cas qui a le plus de pouvoir. Moi, j'aime bien dire la personne. Bon, la personne, voilà, exactement. Mais enfin, c'était pas... Et c'est vrai que les juges d'instruction avaient beaucoup de pouvoir. On en avait encore, et ça a été... parce qu'on voit le travail du juge d'instruction, les personnes pensent que c'est un travail extrêmement solitaire, et il est vrai que certains juges d'instruction, dans leur comportement, laissent entendre que c'est un travail solitaire, parce qu'eux-mêmes, si vous voulez, considèrent que c'est leur dossier, etc. Moi, j'ai jamais considéré ça comme ça. J'estime que le dossier, c'est pas le dossier du juge, c'est le dossier pour l'inculpé à Monaco, ou pour mise en examen en France, voilà, pour son avocat, pour le parquet qui va requérir dans le dossier, et pour le président de la juridiction. Le travail du juge, c'est de collecter
des preuves, et puis d'essayer, et puis aussi de collecter des preuves, mais à charge ou à décharge, et de constituer un dossier qui va être utile pour l'ensemble de ces personnes-là. C'est pas, faut pas avoir un ego surdimensionné en disant moi je suis le chevalier blanc, je fais tout, etc. Non, tu fais ton travail, tu fais un beau dossier, et qui pourra justement être utilisé par les uns et les autres, encore une fois, tant en faveur du mis en examen ou de l'inculpé que contre lui, enfin, pour démontrer qu'il a commis ces infractions. Donc il faut travailler aussi très bien avec les gendarmes et les policiers, parce qu'en France, on a gendarmes et policiers, et avec le parquet, mais aussi avec les avocats. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, parce que je ne parle pas de Monaco, là je parle de la France, il y a une certaine crispation, si vous voulez, dans les relations magistrats-avocats. Ah oui ? Absolument. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai connu des avocats, alors j'avais à Versailles beaucoup d'avocats parisiens, pénalistes très connus, etc., qui venaient. Bah oui. Évidemment, on n'était pas toujours d'accord, et tant mieux d'ailleurs. Enfin, notre travail n'est pas de l'être, mais c'était toujours avec beaucoup de considération pour l'un ou pour l'autre, et surtout un travail aussi très intéressant. Enfin, l'avocat venait me voir en me disant bon, moi je vais demander la mise en liberté de mon client. Je disais écoutez, voilà, j'ai prévu un interrogatoire, c'est le dernier interrogatoire. Après ça, je compte le mettre en liberté. Il disait, bon, je fais pas ma demande. Voilà, c'était vraiment... Après, moi, il me faisait confiance aussi. Si je disais, je vais le remettre en liberté, s'il m'avait pas fait confiance... Voilà. Je changeais pas votre décision, quoi. Bien sûr que non. Et donc, c'était vraiment un travail... bon, chacun savait que j'étais assez dure et que je... Tiens donc. Oui. Moi, j'ai toujours été stricte et droite dans mes bottes, mais malgré tout, c'était toujours dans le respect des textes, dans le respect des personnes, etc. Et tout se passait très bien. Et ça a été vraiment 5 années fabuleuses. Je dis 5 années seulement. Vous pourriez me dire, Geneviève, mais pourquoi seulement 5 années si vous avez tellement aimé ces fonctions ? Et là, c'est le hasard. Mon mari est nommé aux Pays-Bas. Et vous le suivez. Et je ne dois pas le suivre au départ. Je ne veux pas le suivre parce que je n'ai pas de travail, d'affectation, évidemment. Donc moi, je ne veux pas ne pas travailler. Donc je dis, je reste à Paris, enfin à Versailles. Et finalement, alors là aussi le hasard, tant mieux pour moi. En 2000, alors nous sommes en 1999. Or en 1993, la France a créé 2 postes de magistrat de liaison. Un à Rome, c'est d'ailleurs le tout premier, je crois que c'est au printemps 1993, et un aux Pays-Bas. À La Haye. À La Haye. Et sauf que le poste, évidemment, est occupé. Alors, je connais son existence. Maintenant, tout le monde connaît l'existence des magistrats de liaison. À cette époque, c'est quand même tout nouveau. Mais j'avais déjà appelé la collègue qui était à La Haye pour une commission rogatoire internationale que je devais envoyer. Et mon mari, par ses fonctions en France, l'a rencontré souvent. Mon mari s'occupait des stupes, donc on travaille beaucoup avec les Pays-Bas. Et il est revenu un jour en me disant « Je t'ai trouvé un poste ». Alors, vous savez, je suis un petit peu... j'aime bien pratiquer l'ironie, donc je lui dis « Oui, bien sûr, bibliothécaire au lycée français ». Il faut dire que je t'ai trouvé un poste, vous connaissant, j'imagine comment vous avez reçu la nouvelle. Voilà. Oui, bien sûr. Et il me dit, mais pas du tout. J'ai rencontré la magistrate de liaison et qui m'a dit quitter La Haye parce que son mari travaillait dans une raffinerie, pas dans une raffinerie, dans une compagnie pétrolière. Après, il était directeur d'une raffinerie en France. Et donc, elle quitte les Pays-Bas. Est-ce que ça te plairait ? Je vais regarder un petit peu comment ça marche. Bon, je sais comment ça marche, puisque j'ai déjà sollicité l'aide du magistrat de liaison. Et voilà, bon, après, j'aurais pu ne pas avoir le poste. Mais à l'époque, il y avait aussi moins. C'était pas parce que j'étais exceptionnelle. Il y avait moins de concurrence, si vous voulez, sur ces postes-là. Donc, mon mari et moi avons exercé aux Pays-Bas en même temps. Alors, pas du tout dans les mêmes conditions et voilà, mais c'est quand même là, et c'est le début de ma carrière internationale. Et c'est le début de mon appétence pour l'international. Donc là, c'est vraiment le hasard. Quand vous me dites, aucun plan de carrière. Parce que c'était même parfois, quand vous partez à l'étranger comme ça, on est un peu oublié en France, vous savez. Vous avez eu cette crainte ? Pas du tout. En me disant, si jamais je pars à La Haye, que tout le monde m'oublie, comment je vais me retourner ? Pas du tout. Jamais. Alors je crois que ça fait partie de mon tempérament. Comme me disait mon amie d'enfance qui est venue me rendre visite à Monaco l'année dernière, elle me dit tu es comme ton
ton oncle et ton grand-père. Mon grand-père était à Dunkerque au début de la guerre et il a survécu. Il devait monter sur un bateau. On lui avait donné l'ordre de monter sur un bateau avec un de ses amis. Et il a dit, je ne monte pas, je peux pas, monte pas sur ce bateau. Et le bateau a sauté, son ami est mort. Et mon oncle, qui malheureusement a été appelé pendant la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, avait un petit peu, alors c'est peut-être après de la naïveté, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a toujours considéré que son père s'était sauvé de Dunkerque et que lui allait se sauver d'Alger. Il était à Blida. Et moi, j'ai un peu, alors moins naïve, etc., mais j'ai toujours cette foi, si vous voulez, en la vie, alors moi, puis j'étais aussi un peu élevée comme ça. Quand on bosse, quand on travaille, quand on n'a rien à se reprocher, on y va et on doit réussir. Moi, mes parents, ils m'ont élevée comme ça. Donc c'est un peu tout ça, si vous voulez. Bon, je vous livre un peu avec émotion, parce que bon, c'est des personnes auxquelles j'étais très, très attachée. J'ai une toute petite famille, donc c'est vraiment une partie importante de ma famille. Et j'ai toujours ça, j'ai vraiment la foi, si vous voulez. Alors, des déconvenus, parce qu'il y a parfois des personnes qui ne sont pas... Voilà, c'est important, Sylvie, de le dire, parce que quand on vous écoute, évidemment, il y a cette foi, évidemment, il y a cette conscience que la qualité, le travail vont payer, ça c'est certain, mais il faut quand même être lucide, il y a des moments, ça ne marche pas. On est bien d'accord. Malheureusement. Voilà. Mais la vie, c'est ça. Il y a aussi des moments où même si on a bien travaillé, même si on a fait ce qu'il fallait, même si... ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, exactement. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, c'est encore grâce à mon mari qui me refait la même plaisanterie. Mais décidément. Parce que lui quitte les Pays-Bas et moi je reste parce que notre fils finalement est en terminale. Donc je dois tout de même attendre le mois de juin. Il faut qu'il passe son bac. Donc je reste. Et je pouvais rester encore 2 ans et demi puisque mon mandat avait été prolongé. Et mon mari m'appelle et me dit, je t'ai trouvé un poste. Alors je lui dis... Bibliothécaire à Paris, là. Alors je dis, oui, d'accord. Et il me dit, au parquet général de Paris. Alors c'était pour moi improbable. C'est-à-dire que Parquet général de Paris, c'est quand même quelque chose. Alors, oui, certainement, mais moi j'étais quand même du siège. Ah oui, c'est vrai. Jusque-là, j'étais magistrat du siège. Et en plus, vous n'imaginez pas ce que c'était à l'époque le parquet général de Paris, avec des magistrats relativement âgés. Ouais. Et on était assez goguenards, finalement. Alors, là aussi, on va reparler de dépoussiérage, ça a tellement changé après. Mais je dis à mon mari, il me dit, si, tu sais, en réunion, j'ai rencontré le procureur général de Paris, et il m'a dit que ça serait bien que tu viennes parce qu'il voudrait te confier la coopération pénale internationale. Bon, alors là, quand même, si vous voulez, là, je trouve un certain intérêt à l'information qui vient de m'être livrée. Voilà, là, quand même, ça allume la lumière dans le couloir. Ah, oui, quand même. Et je prends rendez-vous avec le procureur général, et qui me dit tout de suite qu'il va me confier, en effet... alors, c'était une fonction importante à Paris, puisqu'on a quand même beaucoup, évidemment, de demandes d'entraide qui circulent, plus les demandes... Alors, je parlais d'extradition, Baptiste, c'est évidemment à Paris, avec des dossiers sensibles aussi, enfin, etc., Et c'est comme ça que je commence une carrière au parquet. Donc, vous voyez le hasard. J'arrive là au parquet par le biais du parquet général. Et 2 mois plus tard, le procureur général me demande de venir travailler à son cabinet. Et tout ça, enfin, moi, je vous écoute. D'abord, je suis épatée. Et puis, je me dis... c'est exactement ce que vous dites, c'est vous travaillez, vous donnez le meilleur de vous-même et finalement ça ouvre d'autres portes, peut-être que vous n'aviez pas imaginé, tout ça se mélange à la famille, etc. Mais vous relevez défi après défi, quoi. Et là, si vous voulez, il me demande alors qu'en réalité, il ne me connaît pas plus que ça, parce que vous avez entendu l'Eure-et-Loire, le Val d'Oise, alors toujours autour de Paris, mais jamais à Paris, quoi. Non, et Versailles. Et donc, il y a beaucoup de magistrats à la Cour d'appel de Paris, comme vous pouvez l'imaginer, et beaucoup de Parisiens, enfin, en tout cas, qui ont exercé toujours à Paris. Et là, alors je cite l'anecdote parce que c'est un peu comme ça. Le procureur général à Paris, enfin, je ne sais pas si l'organisation est toujours la même, mais avait prenait parmi les avocats généraux, choisissait parmi les procureurs généraux un magistrat qui devenait son adjoint, qu'on appelle l'avocat général central. Voilà, à Paris. Pourquoi, on ne sait pas, mais voilà. Et lui, cet avocat général central,
que je ne connaissais pas. Quand j'arrive, je ne le connais pas. Je le connais de nom parce qu'il était juge antiterroriste. Donc je l'ai connu comme ça. Puis à l'époque, c'était évidemment pas la même chose qu'aujourd'hui. Et il y a eu un accident d'avion très important. Un avion qui s'était crashé juste après son départ de Sharm el-Sheikh. Oui. Avec pratiquement que des Français à bord. Et donc, il y avait une enquête en Égypte et une enquête à Bobigny, puisque l'avion devait arriver à Roissy, et c'est Bobigny qui est le tribunal compétent pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et il me demande, l'avocat général central... L'avocat général central, voilà. J'ai oublié général. L'avocat général central me dit... est-ce que tu peux pas appeler les Égyptiens parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans leur enquête. Et là, mon expérience passée, oui. J'avais lu dans la presse que les Égyptiens étaient furieux parce que les Français, ça c'est un peu les Français avec l'étranger, s'étaient un peu comportés comme des cow-boys. Et un peu maître d'école, c'est-à-dire vous les Égyptiens, vous allez faire une enquête de cette envergure, nous on est bien mieux, voilà, etc. Donc je me suis dit oh là là, je vais appeler. Alors moi j'ai réfléchi, je dis je vais appeler un procureur égyptien. Si je parlais l'égyptien, peut-être, vous savez, quand on parle la langue des gens, j'arriverais. Mais je vais lui parler anglais, donc très bien. Bon, il parle anglais, c'est sûr. Non, c'est pas comme ça que je vais m'y prendre. Je vais trouver une autre solution. Il y avait des Français en poste à l'ambassade, un attaché de sécurité intérieure, etc. Et je fais une fiche, et en plus une fiche, style fiche ministère, où l'avocat général central avait travaillé. Moi, je n'y avais pas travaillé, mais comme j'avais été en ambassade, etc. Et c'est peu de temps après, c'est lui qui cite mon nom, parce que j'avais fait cette fiche. C'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est simplement parce que j'avais répondu exactement à sa demande, et immédiatement. Parce qu'il me l'a dit après, parfois les collègues sont un peu lents, etc. Et le lendemain, il avait sa fiche, etc. Et donc, j'arrive au cabinet du procureur général. Et avec toutes les affaires que vous pouvez imaginer, les affaires sensibles à Paris. Et là, je dis, je veux être procureur général. Enfin, en tout cas, ça me plairait. En tout cas, ça me plairait. Bon, et puis donc je suis restée un certain temps, mais je ne suis pas devenue procureure générale tout de suite, je suis partie à Londres. On a évoqué Londres, c'est à ce moment-là que Londres arrive. Voilà, donc je suis partie à Londres, parce que le poste de magistrat de liaison s'est offert, et je me suis dit, je veux parfaire, comme je l'avais fait avec l'instance, je veux parfaire ma formation, parce que la Haye, c'est pas très compliqué, parce que les Néerlandais ont... La base du code néerlandais, c'est le code Napoléon. Parce que comme j'aimais leur rappeler, ils ont été français quand même. Ils n'aimaient pas trop d'ailleurs. Mais enfin bon, j'étais très amie avec certains d'entre eux. Et le ministère était organisé comme le ministère français. C'est-à-dire, j'avais besoin de parler de corruption, je frappais au bureau, à la porte du bureau du du collègue qui s'occupait de la corruption. Voilà. À Londres, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et je m'étais dit, je serai un véritable magistrat de liaison quand j'aurai travaillé dans un pays qui est tellement différent du mien et dans lequel j'aurais pu quand même établir des liens pour faciliter la coopération. Alors là, ça a été 3 années fabuleuses aussi, parce qu'en effet, alors je n'ai pas été déçue. J'ai bien dû m'appliquer pour faire comprendre aux Français comment fonctionnaient les Britanniques et réciproquement. Bon, après, la vie à Londres est celle qu'on peut connaître, sans même aller dans les pubs tous les soirs. Mais enfin, c'est vraiment fantastique. Et puis surtout, c'est très, très formateur, parce que tant les Pays-Bas, tant que le Royaume-Uni sont des pays extrêmement pragmatiques. Et ça, pour la Française que j'étais, c'était aussi excellent. Je vous parlais de l'expérience acquise. Ça, ce pragmatisme qu'on n'a pas nécessairement quand on est français, et encore moins quand on est magistrat français, là, au moins, vous l'acquérez. Parce qu'eux, ils sont très pragmatiques. Ils sont pragmatiques. Très, très pragmatiques. Et donc, ça a été... donc, après Londres. Alors, que fais-je ? Et là, quand même, mon goût du parquet... a ressurgi, et je suis devenue procureure de la République adjoint à Versailles. Ah oui. Voilà. Mais alors, moi, j'essaye de suivre et je me dis, et Monsieur Petit-Leclerc, il est où dans tout ça ? Parce que, alors, à La Haye, je comprends j'espère qu'il ne vous écoutera pas, parce que s'il entend Petit-Leclerc, il ne va pas aimer ça. Je suis obligée de dire Monsieur Petit-Leclerc. Voilà. Mais, alors, Monsieur Petit-Leclerc, quand j'étais à Londres, était en Corse. Ah oui. Voilà.
Et alors peut-être pas sur les 3 années, mais il était en Corse. Et votre fils était avec vous à Londres? Ou il était parti, il était grand, ses études, oui. Là, en fait, pour l'enfant, le seul enfant que j'ai, il n'y a pas eu de problème parce qu'il est venu avec nous aux Pays-Bas. Pour lui, c'était une superbe expérience. Hein. Bah oui. L'anglais. Oui, puis le foot aux Pays-Bas, le club. Ah oui, parce que chez les petits Leclerc, on aime le foot. On aime le foot. Voilà. On aime le foot. Et donc, il jouait dans le club de la Reine, qui est aussi un club de cricket. Enfin bon, voilà, c'est les Pays-Bas, la super pelouse, alors qu'à Paris, jouer sur du stabilisé. Enfin, oui. Les personnes qui nous écoutent et qui connaissent le foot savent de quoi je parle. Et donc lui, après, on quitte les Pays-Bas, il a le bac et on quitte les Pays-Bas, donc il est grand. Voilà, il n'a plus. Il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie, voilà. Et sinon, non, Londres. Mon mari venait à Londres et moi j'allais Ajaccio. J'allais à Ajaccio, voilà. Il était à Ajaccio. Il était à Ajaccio. Vous savez, il y a Londres-Ajaccio, il y a un vol. Il n'y a pas de vol, mais il y a un aéroport qui s'appelle London City, qui est un aéroport très pratique pour les businessmen, donc en plus qui est assez près du centre, assez proche du centre, où il n'y a pas toutes les familles qui arrivent avec les valises, etc. Donc c'est rapide, je veux dire, je m'en fiche qu'il y ait de la famille, mais voilà. Et puis j'arrivais à Paris et j'avais un vol 1 heure, enfin peut-être pas 1 heure, 1 heure et demie après, parce que je crois que London City arrivait à Orly, je me demande si c'était pas ça, j'oubliais. Et donc je partais avec le décalage horaire, je partais à 8 heures, je sais pas, de Londres, ce qui faisait 9 heures, et je déjeunais à Ajaccio. Ah bah oui. Donc moi, ça m'était... Parce que j'ai oublié de vous dire, je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais toute petite. Donc finalement, moi, j'aime beaucoup... Voilà. Vous aimez les voyages. Voilà, j'aime les voyages. Vous aimez voyager. J'aime voyager. Voilà. Mais c'est aussi, je reviens à la curiosité, et sans doute ne pas... voir toujours la même chose, connaître d'autres personnes, parler à d'autres personnes qui peuvent m'apporter. Bien sûr. Voilà. Vous êtes curieuse, vous aimez voyager, vous avez une faculté d'adaptation parce que, au-delà de voyager dans des pays, vous avez voyagé au sein des professions que vous avez embrassées, puisque vous l'expliquez, vous faites des grands écarts, etc. Vous avez une capacité d'adaptation. Est-ce que ça se travaille, la capacité d'adaptation ? Non, mais là aussi, je pense que mon éducation, alors je vais chercher bien loin, moi je ne suis pas psychiatre évidemment, et peut-être qu'un psychiatre dirait exactement le contraire, mais enfin... On parle de ressenti là, madame. Voilà, ouais. Moi, on m'a... j'ai été vraiment... Enfin, je suis fille unique en plus, et j'ai vraiment été... Ah oui, vous êtes fille unique. Je suis fille unique. J'ai vraiment été... élevée par des parents aimants, etc. Mais mon éducation a été assez stricte. Et donc, on m'a appris à ne pas me plaindre. On m'a appris à aller aller à l'école. Aller à l'école même quand j'étais malade. Et on m'a appris à supporter des repas de famille pendant 4 heures, alors que j'avais pas de cousins et que j'étais toute seule et que je n'avais pas le droit de sortir de table et que je devais manger ce que je n'aimais pas. Ça forge un petit peu un caractère. Et après, vous avez... alors faculté d'adaptation, je vous dis, si je vais dans un pays où la propreté n'est pas vraiment le maître mot, je vais pas vous dire que je m'adapte facilement. Hein. Quand même, il y a des limites à tout. Hein. Je plaisante, mais je plaisante. Mais en tout cas, je pense, ça peut être en tout cas une clé. Ça peut être un élément, il est peut-être pas unique, mais ça, moi, mes parents m'ont élevé, vous savez, c'est des gens, mon père était né en 1927, en Lorraine, ma mère en 31, qui ont subi quand même la guerre de plein fouet. Des occupations, parce que là, on oublie que la Lorraine faisait partie des régions occupées. Alors, on n'était pas allemands. Non, mais occupés. Occupés, voilà, c'est ça. Je suis pas née dans un pays... Très vite occupés. C'est-à-dire très vite occupé. Hein. Et puis voilà, c'est une région de France qui a été immédiatement, quand ils ont franchi la ligne Maginot, ils sont arrivés en Lorraine immédiatement. Hein. Avec des grands-parents qui avaient connu déjà la Première Guerre mondiale. Moi, je suis pas née loin de Verdun. Voilà, c'est aussi, vous savez, on est dur. Enfin, on est dur chez. Enfin, maintenant, je sais plus, mais à cette époque-là, on était quand même. Et je vous dis, mes parents, des parents absolument adorables, charmants, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. Mais c'était quand même avec une certaine rigueur, et je leur en sais gré, parce que c'est très important. Je vous dis, je le traduis comme ça, donc encore une fois, je me trompe peut-être, mais je pense que les rudiments de mon éducation sont extrêmement importants pour expliquer cette pour expliquer ça, absolument. Et vous avez été dur avec votre fils ? Plus que son père, oui. Plus que son père. Oui, parce que son père était très absent.
absent, même s'il était... Géographiquement, oui, alors, même quand qu'il était basé à Paris, il travaillait beaucoup, quoi. Il travaillait beaucoup, et il travaillait parfois en province. C'était un homme de terrain. On dira ça comme ça, c'est un homme de terrain. Donc évidemment, parce que j'ai parlé de la Corse lorsque j'étais en Lorraine, donc notre fils était grand, mais mon mari avait déjà exercé en Corse quand notre fils avait 3 ans. Et moi, j'étais à Versailles à l'époque. Donc pendant 2 ans, j'étais toute seule. Alors, mon mari revenait à Paris, donc on se voyait, et moi j'allais en Corse. Mais enfin, j'étais toute seule avec le petit. Bah oui, puis on ne se voyait peut-être même pas chaque week-end. Et lui, quand il voyait son fils, évidemment, il était moins dur que moi. Oui, j'étais assez dure. Et surtout, il y a une chose qui me semble importante, c'est que quand il me demandait quelque chose, je ne disais jamais oui si je savais que je ne le ferais pas. Ouais. Et peut-être vous pourriez l'interroger, et il l'a dit, ça m'a été répété. Avec maman, c'était plus facile, parce que elle, quand elle me disait non, c'était non, et quand elle me disait oui, c'était oui. Ouais. Alors que papa, parfois... C'était oui, mais finalement c'était non. Et c'était oui, mais finalement c'est pas possible. Et vous savez, j'ai toujours été comme ça. Et les policiers qui travaillaient avec moi quand j'étais juge d'instruction ont dit à mon fils, ah, ta mère, c'était le juge d'instruction. Ah, avec elle, c'était super, parce qu'au moins quand elle nous disait quelque chose, on savait où on allait. Ouais. Voilà. Et c'est tout ce que je dirais, mais voilà. Moi, c'était carré, quoi. Voilà. Comme disent les jeunes aujourd'hui. C'était carré. C'était carré. C'était carré. Alors, parfois, c'est un peu rude pour ceux qui sont dans l'entourage, peut-être. Ouais. Mais je laisse pas beaucoup de part, si vous voulez. C'est un peu rude. Effectivement, il y a peut-être... Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti, que ce soit en famille ou dans la carrière, ça peut créer un petit isolement, quand même. Oui, mais c'est aussi... Parce qu'il y a aussi autre chose, là, c'est aussi... J'aime bien maîtriser les choses. Ah. Voilà. Alors ça, on n'est pas très étonnés. Voilà. Hein. Et alors c'est pas évident. C'est pas. Quand on vit une carrière comme ça, qui est faite de hasard, de changement de route, maîtriser, c'est relatif. Hein. Quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas toujours dans le même endroit, quand on élève pratiquement seul un enfant, enfin. Maîtriser les choses, là, c'est un challenge. Hein. Oui, c'est un challenge, mais après, on ne se refait pas. C'est sûr que j'aurais voulu dire, comme je dis parfois en riant, je n'ai jamais été ivre, parce que dès que je sens que je suis un peu gaie, et je le suis rapidement parce que je n'ai quand même pas l'habitude de boire, je m'arrête immédiatement, parce que je ne veux pas dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, etc. Enfin, c'est même un peu fatigant, faut le dire. Faudrait se lâcher un petit peu pour employer aussi un terme extrêmement populaire, mais et oui, parce que tout à l'heure, vous disiez une chose importante, vous disiez, quand on est procureur, notamment, on doit être irréprochable, on doit être... donc on ne peut pas avoir... Procureur et juge, d'ailleurs. Procureur et juge, d'ailleurs. Hein. On ne peut pas avoir une vie totalement... Comment dire ? Moi, j'aurais presque utilisé le mot libéré, mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que finalement, vous le dites, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à qui on fréquente, il faut faire attention à où on va. Oui. Et donc, c'est pas une vie libre. Mais aussi à son apparence. À son apparence aussi. Bien sûr. C'est pas une vie libre. Pas complètement, surtout. Alors, pas quand on est à Paris. Ben non. Parce que quand on est à Paris, les gens ne vous connaissent pas. Donc là, ça va mieux. Quand vous êtes au tribunal, quand vous travaillez au tribunal judiciaire, désormais tribunal judiciaire de Paris, il vous arrive d'aller à l'audience, vous ne connaissez pas les collègues. Donc, même ça, c'est parce qu'il y a beaucoup. Parce que c'est très très grand. Voilà. Et quand vous vivez à Paris, moi, mes voisins, on a mis peut-être 10 ans avant de savoir ce qu'on faisait les uns et les autres. Et, oui. Voilà. Et en plus, ma voisine est avocate, alors pour vous dire que... Voilà. Mais quand on est dans des endroits plus petits... Mais des endroits... à Caen, par exemple. Hein. Alors, à Caen, moi, j'aime bien aussi qu'on ne me dévisage pas, qu'on ne dise pas... Voilà. Mais néanmoins, je veux avoir une apparence qui soit acceptable. Et à Monaco, évidemment. Voilà. Et ce que je dis dans cette maîtrise, c'est que le travail ne me fait pas peur. Les difficultés ne me font pas peur non plus, parce que peut-être que je n'aurais pas voulu exercer ce genre de fonction, même procureur général, etc.
mais c'est de ne pas pouvoir mettre un nom sur une situation, par exemple. Ce qui est susurré, on a entendu dire, etc. Ça, c'est... Voilà, parce que je ne peux pas dire... Voilà. Ça, je dois avouer que toute cette partie est assez compliquée pour moi à vivre quand ça se présente. Avec votre personnalité. Parce que moi, je peux bien dire... À la limite, j'aime mieux que si on me reproche quelque chose, on vient me le dire. On vient me le dire, ou moi je saurais, je mettrais un nom, et peut-être aussi je dirais, oui, voilà. Ça peut s'admettre ou ça peut se réfuter en fonction... Mais bien évidemment. Mais ça, c'est parce qu'on en revient à votre idée de la justice. C'est aussi une certaine justice. Oui, mais c'est une justice hors organisationnelle, mais c'est une certaine justice. C'est que si on vous dit, si on vient vous reprocher quelque chose face à face, on est juste avec vous. Voilà, exactement, puisqu'on vous permet aussi... On vous permet de vous défendre. Voilà. Alors que quand on le dit derrière votre dos, c'est difficile. Voilà, c'est absolument difficile, et c'est surtout... ça ne procède pas d'une intelligence remarquable en général. Mais bon, donc voilà, moi, parfois je suis sans doute un peu trop rationnelle, si vous voulez. Ouais. Vous voyez, c'est un peu, comme m'avait dit une collègue monégasque quand je suis arrivée, je lui posais une question sur un fonctionnement, c'était les désignations de juges d'instruction, d'ailleurs je m'en souviens, je peux même vous citer l'exemple, et elle me donne... je dis, mais non, mais ça, je ne comprends pas, parce que comme ci, comme ça, le week-end, que les juges, c'est le tableau de permanence, etc. Et à un moment, elle me dit, oh, vous savez, je peux me permettre de vous dire cela, parce que ma grand-mère est alsacienne, mais vous avez des cases. D'ailleurs, je ne me suis pas fâchée, elle l'a dit un petit peu prudemment, mais je ne me suis pas fâchée. Et d'ailleurs, je la cite souvent. Voilà. Mais après, une fois que c'est dans mes cases, c'est dans mes cases. Mais tant que je n'ai pas bien... Voilà. Mais ça aussi, ça procède d'une volonté de maîtriser les choses. De maîtriser, mais pour bien comprendre aussi, etc. Mais après, une fois que j'ai décidé. Mais il faut que tout... C'est une espèce de puzzle et il faut que tout soit bien correct, vous voyez. Et là, je prends la décision. Voilà. Ça veut dire aussi que vous vous êtes fait violence. Parce que et là c'est une question très personnelle, mais quand on aime maîtriser les choses et qu'on est marié à quelqu'un qui vit ailleurs, il doit y avoir des moments de solitude aussi. Oui, mais après c'est aussi la confiance, oui, c'est aussi bien sûr, voilà. Mais alors solitude, vous le savez, je suis assez bavarde, j'aime les gens. Mais je suis aussi assez solitaire. Alors tout le monde rit quand je dis ça, mais c'est pourtant une réalité. Je peux être un week-end à Monaco, toute seule. Bon, évidemment, j'ai mon fils, j'ai mon mari, etc. au téléphone, mais je peux rester toute seule, je sais aller visiter un musée toute seule, je sais aller au restaurant toute seule, je sais... alors j'aime beaucoup lire, donc je sais aller dans mon bureau toute seule, alors je connais bien la route pour y aller. Voilà, donc ça ne me gêne pas de mener... La solitude ne vous pèse pas? Pas du tout, pas du tout. Bon, parfois, je parle de musée, je vais me mettre avec quelqu'un pour partager. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est assez banal comme réflexion. Mais après, si je suis toute seule, je vais toute seule visiter le musée. Surtout si c'est une expo temporaire, je vais visiter l'expo temporaire. Vous n'allez pas la rater. Voilà. Mais voilà, je suis tout à fait capable et puis et je voyage toute seule, parfois professionnellement, mais enfin heureusement d'ailleurs parce que je ne peux pas toujours. Et en plus chacun a vécu. Oui, mais c'est ça. Chacun ses impératifs. Et puis, on mélange pas les choses. Et puis, qu'on ne croit pas que mon mari me parlait de ses dossiers et qu'on ne croit pas que moi, je parle de mes dossiers, parce que jamais ça n'a été le cas. Et ceux qui prétendent ça doivent, eux, en parler à leur femme ou à leur mari pour pouvoir croire que moi, j'en parle à mon mari. Mon mari a eu a traité des dossiers extrêmement sensibles. Parfois, j'apprenais par la presse. Je disais, mais c'est toi, là. Enfin, c'est toi. Il n'y a pas son nom, mais enfin, tu t'es occupé de ça. Oui, bien sûr, et je ne le savais pas. Voilà. Donc, si vous voulez... Ça semble... alors, je vous remercie de nous convier ça, mais ça semble presque indispensable. On ne peut pas mener les carrières parallèles que vous avez menées si on échange des choses qui sont de l'ordre pas de la confidentialité, mais presque, oui. Mais bien sûr. Même si, bien sûr, on n'allait pas... Enfin, j'allais pas raconter... Mais on a toujours considéré... c'est aussi pour ça qu'on a mené cette vie. C'est parce qu'on a toujours considéré qu'on ne pouvait pas imposer quelque chose à l'autre. Ouais. C'est-à-dire, quand mon mari m'a dit, le ministre m'a demandé d'aller à La Haye...
je ne me vois pas lui dire, mais enfin, non, tu vas pas à La Haye, qui existe autour de moi, hein, voilà, de mes amis. J'ai dit, mais tu as envie d'aller à La Haye? Et c'est comme la première fois pour la Corse. Ouais. Il m'a dit le soir, je n'ai pas eu le temps de t'appeler, j'espère ne pas avoir fait de bêtises, mais voilà, j'ai accepté, alors quoi? Eh ben, je pars en Corse, voilà. Ben, j'ai dit, ok, si c'est important pour toi, si c'est important pour ta carrière, eh bien, tant mieux, ça me fera un lieu de vacances sympa, et voilà. Et on a aussi fonctionné comme ça. Donc, pour Londres, par exemple, quand je lui ai demandé, il m'a dit, mais t'as envie d'aller à Londres? Tu as envie de faire ça? Est-ce que ça te plaît encore d'être magistrat de liaison? Parce qu'au départ, j'avais dit, oh là là, l'ambassadeur, machin. Nous, on n'est pas diplomate, enfin. Et j'ai dit, oui, mais tu sais, Londres, c'est particulier. Eh ben, vas-y. Et après, être représentante de la France à Eurojust, c'était encore autre chose. C'était toujours de la coopération, mais de la coopération multilatérale. Et au sein d'une institution européenne, c'était encore autre chose. Et voilà, on a... Enfin, d'ailleurs... J'avais des parents, évidemment des années, comme je vous dis, 27 nés, respectivement 27 et 31, mais qui eux-mêmes... Ma mère était extrêmement indépendante pour une femme de cette génération. Voilà. Et mon père... Je ne dis pas qu'elle... Je veux dire, elle ne prenait pas la voiture, d'ailleurs, elle n'avait pas le permis. Mais c'est vrai que mon père ne se permettait pas non plus de lui demander... elle n'a pas eu la même fille que moi, mais moi, j'ai connu ça chez moi. C'est-à-dire avec un couple, alors je ne vais pas dire un couple libre parce qu'on pourrait mal comprendre, mais en tout cas avec ma mère avec une autonomie partagée. Complètement. Combien d'années de mariage? On s'est mariés en 1981. Ah, oui. Bravo alors. Vous venez de nous livrer le secret d'un couple qui dure. Voilà, absolument. Écoutez, mais c'est peut-être aussi cette façon de vivre, et après nous verrons à la retraite ce que ça donnera. Ceci étant, mon mari travaille encore. Ce que j'entends, c'est que pour votre mari, votre carrière n'était pas moins importante que la sienne. Tout à fait. Et pour vous, sa carrière n'était pas plus importante que la vôtre, c'est ça? C'est ça. Vous avez incarné une certaine égalité, en fait. Hein. Alors, tout à fait. On a toujours été très satisfaits, évidemment, des promotions, mon mari, des avancées de l'autre. Voilà, en fait, mon mari a eu de très belles promotions, il a eu de très beaux postes, etc. Bon, je m'en suis toujours réjouie. Enfin, c'est aussi parce qu'on pense aussi. Moi, je dis que lui m'a aidé. Par exemple, je le dis, aux Pays-Bas, lui, il connaissait bien mieux l'international que moi. Quand je suis partie comme magistrat de liaison, enfin, quand nous sommes partis aux Pays-Bas. Et parfois, il m'a aidé, mais même sur, pas juridiquement, mais sur un plan diplomatique, est-ce que tu penses que je peux demander, etc. Lui, il avait quand même déjà un carnet d'adresses à l'international, donc il connaissait beaucoup de néerlandais. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'occupait des stupes, donc il avait aussi beaucoup de connaissances. Et parfois, et en plus... Mon mari, qui est très diplomate, parce que c'est pas toujours facile de travailler en matière de stupes avec les Néerlandais quand on est soi-même... on exerce des fonctions dans un pays qui impose la répression plus que les Pays-Bas. Mais mon mari m'a servi parfois de passeport. Parce qu'on me disait, tu es l'épouse d'eux. Et finalement, comme ça s'était bien passé, je ne peux pas vous dire qu'il trouvait ça très bien comme politique, etc. Mais lui, il essayait d'imposer les choses, mais de façon extrêmement correcte et toujours en respectant les autres. Et ça m'a ouvert des portes, tout simplement. Comme lui, peut-être, ça lui a ouvert des portes. D'ailleurs, à Paris, quand je suis allée au cabinet du PG, l'avocat général central le connaissait bien. Ils avaient travaillé dans le terrorisme, là, à cette époque. Et c'est aussi pour ça. Bon, mais il pouvait apprécier mon mari, et moi, j'aurais pu aussi ne pas lui donner satisfaction. Mais ça a aussi été une clé. Donc, on n'a pas dit, je vais l'utiliser, etc. Ça n'aurait pas de sens. Mais en tout cas, ça a été ce sont des coïncidences qui ont levé ouvert des portes ou levé des obstacles. C'est ça. Voilà, des choses qui n'enlèvent pas la nécessité. J'étais avec Louisette Lévy-Soussan qui m'a dit, à qui j'ai posé la question, que je peux vous poser à vous aussi. Hein. Je lui ai dit, est-ce que le fait d'avoir été une jolie femme vous a aidé dans la vie? Et elle m'a répondu, mais peut-être, elle m'a dit, ça peut à un certain moment jouer, mais ça ne suffit vraiment pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la qualité derrière... moi, je suis d'accord. Si vous voulez,
Je dis, enfin, d'abord, le jeu de la séduction, c'est pas seulement d'abord féminin, non. Et c'est pas seulement à l'égard alors de l'autre sexe ou du même sexe, ça dépend de. Ça alors dépend là, de je suis l'orientation, complètement orientation, donc ça, voilà. J'ai peut-être utilisé, enfin, je dis pas que je suis une belle femme. Merci de la question. Mais moi, je le dis. Bon, mais en tout cas, ça a parfois marché, mais c'est aussi marché parce que parfois certaines personnes, pas que des hommes, préfèrent travailler avec une femme. Oui, c'est vrai. Aussi, et c'est que belle ou pas belle, ou jolie, pas jolie, voilà, parce que, et c'est pour ça aussi que dire je ne veux que des hommes ou que des femmes, c'est ridicule. Et c'est aussi pour ça que quand une profession se féminise trop, je pense au corps auquel j'ai appartenu pendant tant d'années, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Parce que, bien sûr, je suis ravie que des femmes soient magistrats et surtout occupent des postes importants. Là, ça reste encore à vérifier. Est-ce qu'on a une égalité ? C'est même pas sûr. Mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de femmes maintenant procureurs généraleux, comme on dit en France, ou premières présidentes. Mais en tout cas, le monde est fait des deux et qu'en réalité, les qualités ne sont pas nécessairement les mêmes, ou en tout cas ne s'expriment pas de la même façon. Et on a besoin de ce maelstrom pour que les qualités, enfin, du travail soient maximales. C'est ça. Et que finalement, homme ou femme, c'est la valeur de la personne et sa façon d'appréhender les choses qui font la différence. C'est pas son. Moi, j'ai toujours dit, pas son genre. J'ai toujours dit, je peux absolument travailler avec quelqu'un que je n'aime pas. Parce que j'aime pas trop, lui c'est mon copain, je le prends, bah oui, enfin s'il est nul, on va peut-être pas le prendre, etc. Donc je suis capable de travailler avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais j'aime mieux travailler avec quelqu'un que j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, moi j'ai une amie qui est pas bonne professionnelle, enfin qui est magistrat, mais que je considère comme n'étant pas une grande professionnelle. Je préfère avoir des amis qui aussi, mais peu importe, c'est toujours mon ami. Et puis, si en plus, cerise sur le gâteau, on a quelqu'un qui est joli à regarder, que ce soit une femme ou un homme, c'est autant qu'à faire. Parce que j'ai un certain goût de l'esthétique et que voilà, mais c'est pas parce qu'il sera beau ou parce que vous voyez, bien sûr. Mais donc ça sont des étages. Oui, ça peut être un atout. Mais elle a tout à fait raison. Ça, c'est évidemment ça ne suffit clairement pas. Insuffisant. Alors là, et les femmes qui pensent que ça l'est, je pense, peuvent tomber de haut parce que au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Et à la première ride, tout craque. Tout craque. Et Dieu sait qu'on en a des rides. Voilà. Avec le temps. Sylvie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite maintenant ? Parce que, et je vous remercie, on a une conversation où on se rend compte de la richesse de tout ce que vous avez embrassé dans le cadre de votre carrière, etc. Et qu'est-ce qui vous fait envie maintenant ? Vous voulez dire dans les fonctions qui sont les miennes actuellement ? Pas seulement. Si là, je vous donnais une baguette magique et je vous disais, voilà, tu peux avoir quelque chose, ce serait quoi ? Ça serait être secrétaire d'État à la justice à Monaco et pouvoir mettre en œuvre toutes les réformes que je voudrais mettre en œuvre. Voilà. Parce que moi, je suis encore. Je ne vais pas vous dire je vais être en retraite, ce serait ridicule. Je vais pas vous dire je vais faire un voyage. Oui, j'aime les voyages, mais enfin voilà, mais quelque chose de sérieux, de consistant, etc. Ça serait de pouvoir mettre en œuvre toutes les réformes que je ne pourrais pas mettre en œuvre parce que ce n'est pas possible et qui serait, à mon avis, indispensable à la justice de Monaco et à la principauté de Monaco, que j'aime tant, vous le savez. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé et que c'est pas simple de vous avoir. Moi, j'espère vous recroiser au foot puisque c'est un endroit où vous aimez aller aussi. Et puis ailleurs, bien sûr. Mais ce sera toujours avec plaisir. Merci. Geneviève. Merci Sylvie, merci beaucoup.